bourgeois ne sont que des bandits. Ils volent et tuent les travailleurs pour avoir des profits. Mais unis comme dans une grande armée, nous écrasons la bourgeoisie, rien ne peut nous arrêter. Nous écrasons la bourgeoisie, rien ne peut nous arrêter. Merci. Bon matin, camarades. Je suis très chanceux d'avoir la chance de vous donner cette présentation de Lénine contre Staline. Et je commencerai par une question. Pourquoi est-ce qu'on se bat en tant que communiste? On se bat pour l'émancipation complète de l'humanité, pour une société sans exploitation, sans oppression, pour une société réellement démocratique, à travers la démocratie ouvrière. Mais tous en cœur, les anticommunistes nous répètent toujours la même affaire. On peut l'entendre dans des documentaires mensongers sur Netflix. On l'entend de la bouche d'universitaires bien payés. Puis on l'entend de la part de nos amis qu'on aime beaucoup, mais qui ont trop écouté les maudits documentaires sur Netflix. Ils nous disent toujours « ça n'a jamais marché ». Je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont déjà entendu cet argument avant. Puis c'est toujours à peu près le même argument, dans le fond. C'est le communisme, ça mène pas à l'émancipation, ça mène au goulag. C'est une bonne idée sur papier, mais en réalité, vous voyez la chanson. Un autre qui est bonne, c'est le communisme, c'est 100 millions de morts. Et le chiffre de 100 millions, ça vient du fameux livre noir du communisme. Ça, c'est un livre d'un soi-disant historien qui s'appelle Stéphane Courtois. Et ça n'a aucune valeur scientifique, c'est complètement mensonger. Monsieur Courtois était tellement obsédé par l'idée d'atteindre le chiffre de 100 millions de morts qu'il a inclus dans ses chiffres tous les gens qui sont morts de malnutrition ou par manque de médicaments dans tous les pays soi-disant communistes. Si on utilise la même méthode, le capitalisme mondial a causé beaucoup, beaucoup plus que 100 millions de morts. Bref, il y a toutes sortes de propagande comme ça à laquelle on fait face. Mais à un moment donné, on arrive à un moment où on fait face à un problème. Parce qu'il y a certains propagandistes qui sont un peu plus intelligents que M. Courtois. Et ils font pas juste inventer des mensonges sortis complètement de nulle part. Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent les véritables crimes du stalinisme, les procès truqués, la collectivisation par la violence, etc. Après, ils rajoutent bien sûr des mensonges pour embellir le portrait. Puis, ils retracent l'origine de ces crimes dans la Révolution d'octobre, dans le léninisme. Et c'est là qu'est le mensonge, en fait. Donc, c'est une propagande un peu plus subtile. Et la conséquence de ça, c'est essentiellement de démotiver ceux qui veulent se battre. Et franchement, malheureusement, la majeure partie de la gauche au Canada a complètement capitulé face à ces mensonges. Ils voient les problèmes du capitalisme, ils voudraient lutter pour une meilleure société, mais ils croient que c'est impossible, ça va mener à la dictature, etc. Et je pense jusqu'à un certain point, c'est aussi la position de nos camarades anarchistes qui balaient du revers de la main toute l'expérience d'octobre et qui acceptent les mensonges bourgeois qui montrent Lénine comme une sorte de tyran. Mais souvent, ce qui manque à ces militants, qui sont pourtant honnêtes, c'est une explication de ce qui est arrivé. C'est quoi la différence entre Lénine et Staline? Comment ça se fait que le régime démocratique d'octobre soit tombé dans les mains d'une bureaucratie? La vérité, c'est qu'il y a une rivière de sang entre le bolchevisme et le stalinisme. Et en étudiant le processus historique qui a mené à la stalinisation, alors ça nous redonne espoir. On voit que l'un ne mène pas nécessairement à l'autre. Donc, cette discussion aujourd'hui, ça sert à armer les communistes pour qu'on puisse répondre aux mensonges sur la révolution russe et aussi aux questions honnêtes des gens autour de nous qui ont un peu d'appréhension. Puis, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rajouter un point. Face à toute cette propagande anticommuniste, il y a la capitulation, mais il y a une autre réponse possible. Il y a des militants communistes honnêtes, ils se disent, si les bourgeois mentent, alors la vérité, ça doit être l'opposé total. Et fair enough, ils ont raison qu'il y a plein de mensonges. Mais le problème, c'est qu'en réponse, ils embellissent le régime de Staline, ils se portent à sa défense. Donc, si on a des camarades ici dans la salle ou qui écoutent cette présentation, que c'est leur stratégie, habituellement, ben, j'en appelle à vous, camarades, à réfléchir avec moi aujourd'hui. Si vous voulez défendre le véritable héritage de Lénine, alors je vous invite à analyser la vérité historique et tirer vos propres conclusions. Alors, notre récit commence avant même la Révolution russe. Mais je ne veux pas répéter ce qui a été discuté hier, donc je vais être très bref. On sait que Lénine a passé la majorité de sa vie à construire le parti bolchevique. Est-ce que c'est vrai qu'il s'agissait d'un parti autoritaire duquel Lénine était le chef suprême? Aucunement, c'est complètement faux. En fait, la base de ce parti, c'était l'étude des idées et les débats d'idées entre camarades. Et j'appelle à la barre pour défendre cette thèse l'historien Edward Hallett Carr,
qui était vraiment pas un communiste, ce monsieur, mais il a fait l'effort d'étudier la vérité et il a écrit que la liberté de discussion dans le parti bolchevique atteignait un niveau rarement vu dans toute autre parti dans l'histoire de l'humanité. Donc c'était ça l'héritage de Lénine dans les questions d'organisation, de démocratie interne. En 1917, les masses russes se soulèvent héroïquement contre le régime tsariste. Mais il a fallu une deuxième révolution pour renverser le capitalisme. Et grâce au parti bolchevique, les travailleurs ont pu prendre le pouvoir. Mais ici, les calomnies des anticommunistes reviennent, que ce soit de la gauche ou de la droite. Ils disent que octobre était un coup d'État, mais c'est complètement faux. Les bolcheviks avaient le support de la majorité des travailleurs dans les soviets. Mais sinon, parfois, ils nous disent que c'est vrai, peut-être que ce n'était pas un coup, mais Lénine a calculé, il s'est appuyé sur les masses pour ensuite leur prendre le pouvoir des mains. Et je pense que pour répondre à cette accusation, les mots de Lénine vont le faire mieux que moi. Quelques mois seulement après la prise du pouvoir, dans une conférence pan-russe des soviets, Lénine a donné un rapport sur les premières mesures de l'État soviétique. Et voici ce qu'il a dit. Très souvent, des délégations d'ouvriers et de paysans viennent au gouvernement et demandent, par exemple, ce qu'il faut faire de telle ou telle terre. Et je leur dis, vous êtes le pouvoir. Faites tout ce que vous voulez, prenez tout ce que vous voulez, nous vous soutiendrons. Vous êtes le pouvoir. Ça, c'est le véritable léninisme. C'est ça que Lénine appelait la dictature du prolétariat. Aujourd'hui, les anticommunistes, ils ont complètement tordu le sens de ce mot. Mais quand on parle de la dictature du prolétariat, on veut dire c'est les masses qui décident. On parle de la majorité qui exproprie la minorité d'exploiteurs. Et c'était ça l'État ouvrier. Dans son livre « L'État et la Révolution », Lénine définit 4 conditions pour le pouvoir soviétique. Premièrement, des élections libres et démocratiques avec droit de rappel pour tous les fonctionnaires. Deuxièmement, aucun fonctionnaire ne doit recevoir un salaire supérieur à celui d'un ouvrier qualifié. Troisièmement, pas d'armée permanente ou de force de police, mais le peuple en armes. Et quatrièmement, progressivement, toutes les tâches liées à la gestion de l'État doivent être accomplies par chacun à tour de rôle. Comme Lénine disait, quand tout le monde est bureaucrate, personne n'est bureaucrate. Mais on sait que c'est pas ça qui est arrivé. On sait que, en fait, la dictature du prolétariat s'est transformée dans une dictature de la bureaucratie sur les masses. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est une question de conditions historiques spécifiques. Quand on parle de la montée de la bureaucratie, on ne parle pas d'une mauvaise mentalité de ceux au pouvoir. Du monde qui font trop de paperasse, puis qui ont un horizon limité, etc. Bon, bien sûr, il y avait ça, mais leur arrivée au pouvoir, c'est le résultat de la faiblesse de la démocratie ouvrière dans des conditions exceptionnellement difficiles. Les conditions étaient déjà difficiles avant même la guerre et la révolution, mais pendant la Première Guerre mondiale, la situation se détériore. Les trains sont désorganisés, il manque de pain. Et la petite classe ouvrière russe se retrouve encore plus dans des conditions de vie difficiles. Pourquoi est-ce que ça amène à la bureaucratisation, cette misère? Dans son livre « La Révolution trahie », Trotsky fait une analogie vraiment intéressante. Il explique le socialisme vise à répondre aux besoins de tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on fait quand il n'y en a pas assez pour tout le monde? Dans le capitalisme, c'est facile, il y a une pénurie, tu fais juste monter les prix, puis les riches y en auront, les pauvres crèveront. Mais sous le socialisme, c'est pas ça qu'on fait. On peut, par exemple, faire une ligne, et s'il y a une ligne, et plus la ligne est longue, ça prend un gendarme, ça prend un policier pour maintenir l'ordre dans la ligne. C'est pour s'assurer que tout le monde a un morceau égal. Et le policier risque de s'en prendre en premier, puis peut-être même de s'en prendre un petit peu plus. Et ça, c'est un exemple de comment la bureaucratie d'État pousse sur le dos de la misère. Et un autre élément qui renforçait la bureaucratie, c'est la question culturelle en Russie. La classe ouvrière russe était petite comparativement à la masse de la population. Et la large paysannerie était généralement sous-éduquée. Les gens n'avaient pas accès, ils ne savaient pas lire. Et donc, à cause du bas niveau d'éducation, les tâches d'organisation étatique ne pouvaient pas être menées par les masses la plupart du temps. Mais les tâches devaient quand même être faites. Donc, il a fallu recruter des fonctionnaires parmi les couches plus éduquées. Et souvent, ils ont été recrutés parmi les ennemis du bolchevisme. Des mencheviks, des éléments non partisans et même des fonctionnaires tsaristes. Ces gens-là s'étaient quand même bien tirés de la Révolution et avaient certains privilèges. Leurs privilèges étaient très modestes si on compare au mode de vie de la bureaucratie plus tard. Non, à plus tard, donc sous le stalinisme. Mais c'était quand même des privilèges assez importants pour qu'il y ait une distinction entre eux et les masses. Et toute cette situation va être empirée encore plus par la guerre civile en Russie. Les nécessités de la guerre civile vont concentrer le pouvoir encore plus au sommet de l'État. Mais j'aimerais quand même dire que malgré la guerre, le régime bolchevique est resté plus démocratique que tout autre gouvernement en guerre à l'époque. Il y avait des congrès du parti
toutes les années de la guerre civile. Et il y a eu 6 congrès pan-russes des soviets pendant la guerre. Mais malheureusement, les agressions impérialistes, la guerre civile a complètement détruit l'industrie russe. Le commerce entre les villes et la campagne était presque arrêté. Donc, il y avait des famines et les soviets se vident. Et ça, c'est très, très grave. Parce que tous ces fonctionnaires dont je parlais, à qui on avait dû donner des responsabilités, tant que les soviets étaient là pour les surveiller, pour mettre la pression sur eux, ben, on pouvait accepter cette concession. Mais là, de plus en plus, il y a un vide politique qui se crée. Et c'est comme ça que la bureaucratie devient essentielle et de concentrer de plus en plus de pouvoir dans ses mains. Et donc, cette bureaucratisation de l'État soviétique, c'était déjà un problème du vivant de Lénine. Et il avait commencé à le remarquer. Même pendant la guerre civile, il commence à combattre la bureaucratisation. En 1920, il mobilise le parti contre les bureaucrates. Le but, c'était de diriger les travailleurs dans une lutte politique contre les défauts de leur propre État. Donc, Lénine propose la fondation d'une commission spéciale, le Commissariat du peuple à l'inspection ouvrière et paysanne, ou Rabkrin. Ça, c'était en 1920. Le but de ce commissariat, c'était de lutter contre la corruption et l'inefficacité dans la machine d'État. Et ça prenait un camarade solide qui avait des bonnes capacités organisationnelles pour mener ce commissariat. Donc, il a choisi Staline. Bon, évidemment, on sait que Staline va jouer un très mauvais rôle et il ne va pas du tout remplir sa tâche. Et je vais parler plus tard de l'individu Staline, mais j'aimerais souligner que tout ce problème ne reposait pas sur les épaules d'une personne. En fait, le problème, c'est qu'après l'État, le parti lui-même commençait à dégénérer bureaucratiquement. Pendant la guerre civile, les bolcheviks avaient été forcés d'interdire les autres partis parce que, littéralement, ils leur tiraient dessus. Et éventuellement, même d'interdire les factions à l'intérieur du parti bolchevique pour avoir le plus d'unité. C'était nécessaire, mais ça a eu un effet secondaire fâcheux. Ça a tendu à fusionner le parti et l'État. Et donc, ces fonctionnaires, ces bureaucrates qui commençaient à grimper dans la machine d'État, ils se rapprochaient des éléments du parti qui étaient les plus proches de leur vision des choses. Je parle ici des fameux hommes de comité, ces praticiens qui sont impatients à l'égard des grandes généralisations théoriques. Ils préféraient les solutions administratives en simple. Souvent, ces gens, c'était des militants socialistes dévoués, mais ils n'étaient pas assez imprégnés des idées et des méthodes du marxisme. Et donc, c'est à travers eux que la couche bureaucratique commence à influencer le parti lui-même. Dans les années suivantes, Lénine va continuer sa lutte contre la bureaucratie. Par exemple, au début de 1921, il y avait un débat sur le rôle des syndicats russes. La question, c'était est-ce qu'il faut ou non les intégrer dans l'État soviétique? Et Lénine s'y opposait, et voici pourquoi. Je vais lire une citation. Il dit « Un État ouvrier est une abstraction. En réalité, nous avons un État ouvrier, premièrement avec cette particularité que c'est la population paysanne et non ouvrière qui prédomine dans le pays. Et deuxièmement, c'est un État ouvrier avec une déformation bureaucratique. » Ça, c'est très intéressant parce qu'on est habitué de lire ces mots-là dans les écrits de Trotsky. Mais en fait, c'est Lénine qui a le premier utilisé cette formulation, n'en déplaise aux staliniens. Bon, à l'époque, les problèmes étaient beaucoup moins graves que quelques années plus tard et ça s'expliquait par les conditions de la guerre civile. Pour améliorer la situation, Lénine se dit qu'on peut purger le parti de tous les éléments carriéristes, bourgeois, etc. Et quand je dis le mot purge, ici, je ne parle pas des purges staliniennes avec des arrestations, des procès truqués, la torture. En fait, simplement, c'est qu'ils ont expulsé du parti des masses de gens. Et pourquoi? Pour quelles charges? Des choses comme corruption, abus de pouvoir, carriérisme, etc. Mais malgré ces mesures, le problème continue de croître. Au printemps 1922, Lénine explique « Si nous prenons Moscou, avec ses 4700 communistes occupant des postes de responsabilité, et si nous prenons l'énorme machine bureaucratique, ce gigantesque tas, nous devons nous demander qui dirige qui. Je doute fort que l'on puisse affirmer que ce sont les communistes qui dirigent ce tas. À vrai dire, ils ne dirigent pas, ils sont dirigés. » C'est incroyable cette citation. On voit l'honnêteté de Lénine. Il ne cherchait pas à enjoliver la situation comme on faisait plus tard dans l'URSS stalinienne. Il voulait comprendre la vraie situation pour qu'on puisse la régler. Bon, et Staline dans tout ça, c'est quoi son rôle? Donc malheureusement, à partir de 1923 et 1924, le processus de bureaucratisation commence à s'accélérer. Avec la misère, avec l'écrasement de la classe ouvrière, le poids social de la bureaucratie augmente. Et c'est là que Staline va émerger de plus en plus comme le représentant de la bureaucratie. Et ça aurait pu être un peu n'importe qui, en fait. C'est pas Staline lui-même qui a créé la bureaucratisation de l'URSS.
il est seulement devenu le représentant de la couche sociale qui s'est accaparé le pouvoir. D'ailleurs, à cette époque-là, Staline faisait partie de la Troïka. C'était une alliance entre lui, Kamenev et Zinoviev. Et ça visait à isoler Trotsky, qui percevait comme un rival. Mais au début, Staline, il joue le rôle le moins important dans les trois membres de la Troïka. Mais il y avait certaines caractéristiques qui faisaient de lui le représentant de choix pour les bureaucrates. Premièrement, c'était un vieux bolchevique, donc il avait une certaine autorité. Avant la Révolution, c'est vrai que c'était un bolchevique de second ordre. En fait, en 1917, il est presque absent du processus. On a expliqué dans les autres présentations qu'au départ de la Révolution, Staline et Kamenev avaient des mauvaises positions sur le gouvernement provisoire. Et du moment que Lénine les convainc, Staline va juste comme disparaître. Mais c'était quand même un vieux bolchevique, donc il avait quand même de l'autorité. Mais surtout, la raison, je pense, pourquoi il a été sélectionné pour représenter la bureaucratie, c'est sa manière de faire le travail. Staline, c'était pas vraiment un théoricien, c'était surtout un bon organisateur. C'était une créature de l'appareil. Il connaissait les différents comités, les différents camarades sur le bout de ses doigts. Et je pense qu'on peut dire qu'il a rejoint les bolcheviks originalement parce que c'était un parti organisé. Mais les idées et la politique, c'était secondaire pour lui. Dans son travail, Staline, il s'entoure toujours d'hommes qui sont loyaux, comme des yes-men. Et il est devenu habile à recruter des gens qui avaient été blessés, que leur ego était blessé. Et donc, il avait, cette coterie personnelle très loyale. Alors, sans être lui-même un membre de cette couche sociale de la bureaucratie, il agissait comme un bureaucrate. Et le Rabkrin, la commission dont j'ai parlé tantôt, ça va devenir son petit domaine personnel. Et donc, ironie de l'histoire, cette commission qui devait protéger la morale du parti va devenir la courroie de transmission de la bureaucratie montante. Il faut dire aussi que Staline ne savait pas qu'il allait devenir le bourreau Staline des années 30. Trotsky a écrit « Si à cette époque, au début des années 20, si quelqu'un avait montré à Staline son propre rôle futur, il se serait détourné de lui-même avec dégoût. Mais l'histoire a suivi son cours et elle a modelé Staline tel qu'elle avait besoin de lui. » Un conflit commence à émerger entre Lénine et Staline, à partir de 1922 en particulier. Donc, en mai 1922, Lénine va subir son premier AVC. Et donc, il devient de plus en plus éloigné du travail. Souvent, il est cloué au lit. Et Staline commence à contrôler l'information qui se rend à Lénine. C'était pour des raisons de santé. Le but, c'est de ne pas stresser Lénine avec des peccadilles, blablabla. Mais évidemment, ça lui permet de cacher toutes ses magouilles. Malgré tout, Lénine commence à remarquer les manières expéditives de Staline. Un conflit va éclater entre eux sur la question des nationalités opprimées, à travers des lettres. Donc, le contexte, c'est la formation de l'Union soviétique, l'URSS. Il y a toute une série de négociations entre les différentes républiques qui formaient l'Empire russe. L'Empire tsariste, c'était une véritable prison de nations. Donc, il ne fallait surtout pas reproduire l'oppression des minorités nationales dans l'URSS. L'approche de Lénine, ça avait toujours été de défendre le droit à l'autodétermination des nations opprimées. Parce que le communisme veut une union la plus large possible entre les peuples, mais Lénine expliquait que la seule façon d'avoir une vraie union fraternelle dans le respect, c'était sur la base d'une confiance mutuelle. Il ne faut pas que des nations anciennement opprimées sentent qu'elles sont gardées de force dans une union qui ne leur plaît pas. Donc, en donnant le droit de sécession au peuple, finalement, on renforce l'unité entre les peuples. En Géorgie, à ce moment-là, c'est Staline qui était responsable de négocier les rapports entre l'Union et la République soviétique géorgienne. Mais il ne va pas du tout respecter l'approche léniniste que je viens d'expliquer. Le danger en Géorgie, c'est que pendant la guerre civile, l'armée rouge avait dû envahir pour des raisons militaires. Et donc, il fallait faire très attention à ce que les masses géorgiennes ne perçoivent pas le nouveau gouvernement comme un nouvel oppresseur. Donc, Lénine a écrit qu'il fallait faire des concessions à l'intelligentsia géorgienne. Il a écrit « L'important est de ne pas fournir de matériel aux indépendantistes, ni de détruire leur indépendance, mais de créer un nouvel étage, une fédération de républiques égales. » Et les bolcheviks géorgiens étaient ouverts à ce genre de partenariat, mais ils tenaient à conserver tous les attributs formels de l'indépendance. Mais ça, c'était pas suffisant pour Staline. Il voulait créer une union, qu'il soit officiellement dans l'union, etc. Et au lieu de chercher une voie politique négociée à ce conflit-là, il va utiliser la force de l'appareil d'État. Il renvoie tous les dirigeants du bolchevisme géorgien.
il dit que leur crainte, leur désir de maintenir l'indépendance, c'est une déviation politique. Mais c'est quoi la déviation politique ici? C'est l'approche expéditive et franchement chauvine de Staline. À un certain point, les conflits entre les Géorgiens et le groupe autour de Staline deviennent vraiment intenses. En fait, l'approche bureaucratique fait juste renforcer les positions des Géorgiens. Ils se braquent. À un certain point, Orjonikidze, qui était un proche collaborateur de Staline dans ce dossier-là, va aller jusqu'à frapper au visage un bolchevique géorgien. Et malgré qu'il est cloué au lit, Lénine va apprendre cet événement-là. Et là, il est vraiment furieux, là, il n'en revient pas. Tous ses doutes sur les manières de faire de Staline sont soudainement confirmés. Et là, on sait dans ses lettres, dans ses discussions avec ses secrétaires, Lénine condamne Staline et sa clique sans détour. Et il les accuse de faire revivre le chauvinisme de la bureaucratie russe. Et donc, à ce moment-là, il commence à travailler sur une bombe, ça c'est ses mots, qu'il voulait lancer contre la clique de Staline lors du congrès du parti en avril 1923. Lénine va aussi approcher Trotsky, ça c'est en décembre 1922, je pense, qui est un des seuls membres du comité central du parti à qui il fait confiance sur la question de la bureaucratie, etc. Et il propose à Trotsky de faire un bloc avec lui pour lutter contre la bureaucratie. Trotsky lui répond, ben, Lénine, la bureaucratie n'est pas juste dans l'État, elle est dans le parti aussi. Donc, je ne peux pas accepter. Ça veut dire qu'il faudrait que je m'oppose à mes camarades dans le comité central. Mais Lénine dit, oui, c'est bien ça que je te propose, une lutte dans le parti également. Et Trotsky a dit, ah ben dans ce cas-là, on s'entend, je suis prêt à faire un bloc avec toi. Mais ça reste une entente un peu informelle. Lénine est malade, Trotsky aussi va pas très bien à ce moment-là. C'est à la même période où Lénine va écrire le texte qu'on appelle le Testament de Lénine. Et dans ce texte-là, Lénine exprime son opinion sur toutes les figures dirigeantes du parti. Et il les critique tous, pour être honnête. Je pense qu'il essayait de calmer les tensions dans la direction en répartissant un peu les blâmes. Mais il réserve ses pires critiques pour Staline. Il écrit « Le camarade Staline, en devenant secrétaire général, a concentré un pouvoir immense entre ses mains et je ne suis pas sûr qu'il sache toujours en user avec suffisamment de prudence. » Puis plus loin, il écrit « Staline est trop brutal et ce défaut, pleinement supportable dans les relations entre nous communistes, devient intolérable dans la fonction de secrétaire général. C'est pourquoi je propose aux camarades de réfléchir aux moyens de déplacer Staline de ce poste. » C'est quand même sans appel, je pense. Malheureusement, en mars 1923, Lénine va subir son 3e AVC. Et là, celui-ci est vraiment dévastateur. Lénine est paralysé, il perd la capacité de parler. Et donc, il n'aura pas la chance d'aller au congrès d'avril pour larguer sa fameuse bombe. Et son testament ne va pas être lu. Oui, en fait, il a été lu au comité central, mais il a été tué. Ils ne l'ont pas amené au congrès. Pourtant, c'était le désir de Lénine que ce soit lu à tout le monde. Il avait demandé à Krupskaya de le faire. Et donc, la guerre contre la clique stalinienne avait été déclarée par Lénine, mais elle n'avait pas commencé. Et ça va avoir pour effet que la Troïka va comme un peu freak out. Ils vont devenir super prudents jusqu'à la mort de Lénine l'année d'après. Mais ils comprennent la menace que représente Trotsky pour eux maintenant, à cause de cette alliance. Et c'est là qu'ils vont commencer une lutte contre le soi-disant trotskisme. Ça, c'est un terme qui a été inventé par Zinoviev pour créer une différence entre les idées de Lénine et Trotsky. Et bien sûr, cette chasse aux sorcières contre les trotskistes va être reprise par les staliniens plus tard. Et des fois, c'est fou, là, c'est vraiment comme une hystérie. Vous rencontrez un stalinien, il entend le mot trotskiste, puis là, ses poils se hérissent. Mais pour nous, l'important, c'est les idées. Et je pense que la lutte de Trotsky, je vais en reparler plus tard, continue l'héritage léniniste. Bon, donc, Lénine, malheureusement, meurt finalement en 1924. Il n'avait que 53 ans. Et si ce n'est pas encore clair pour vous, les différences entre le stalinisme et le léninisme, la manière dont les dirigeants du parti vont traiter la mort de Lénine devrait vous en convaincre. La Troïka va créer un véritable culte de Lénine. Ils le transforment en demi-dieu. Ils vont mettre sa figure héroïque sur des monuments, sur son visage qui regarde au loin à chaque fois. Ils vont rebaptiser immédiatement Petrograd en Léningrad. Ça, c'était une décision à laquelle Krupskaya, la veuve de Lénine, s'opposait. Et je pense que la décision la plus horrible, c'est celle d'avoir conservé le cadavre de Lénine dans un mausolée. Comme une genre de momie communiste. Franchement, c'est horrible, selon moi. Parce que toute sa vie, Lénine détestait le prestige et les cultes de la personnalité. Il vivait dans un appartement très modeste. Et quand il arrivait dans des bureaux de l'État où sa photographie était accrochée sur le mur, souvent il chignait, il n'était pas content, parfois il demandait même que ce soit enlevé. Krupskaya a dit la chose suivante. Vladimir Ilitch était contre les icônes toute sa vie,
et maintenant ils ont fait de lui une icône. C'est naturel, je pense, qu'on défende l'héritage de Lénine, qu'on défende ses idées, comme on fait en fin de semaine. Hein? Mais toute cette imagerie soi-disant marxiste-léniniste, c'est qualitativement différent. Tout ce culte autour de lui, c'est une moquerie de sa vision du pouvoir. Sa vision, c'était le pouvoir collectif des masses laborieuses. Pas d'un dieu communiste camarade, machin, je sais pas. Mais la Troïka avait besoin de créer tout ce spectacle. Pourquoi? Pour cacher le fait qu'en fait, elle s'éloignait de plus en plus des idées de Lénine. Bon, comment la bureaucratisation pouvait-elle être stoppée à partir de ce moment? La seule façon, ça aurait été de renverser la vapeur en changeant les conditions sociales elles-mêmes. La classe ouvrière russe, qui était affaiblie, qui était isolée dans un pays arriéré, elle perdait le contrôle de son État. Mais si elle avait reçu l'aide d'une classe ouvrière dans un pays plus développé, par exemple si la révolution allemande en 1918-1919 avait réussi, ou n'importe quelle autre des révolutions successives en Europe dans les 10 ans après, ça aurait pu apporter beaucoup d'aide technique à la classe ouvrière. Ça aurait remonté le niveau de vie aussi. En plus, une victoire révolutionnaire, ça aurait été comme un électrochoc politique pour les masses russes. Et ils auraient pu regagner espoir et reprendre la lutte contre la bureaucratie. Lénine avait expliqué cette idée-là de l'importance de la révolution mondiale plusieurs fois avant de mourir. Lors d'un congrès extraordinaire de tous les soviets de Russie en mars 1918, Lénine explique la chose suivante, citation. « Je sais bien, camarades, que l'étendard est dans des mains faibles. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et les ouvriers du pays le plus arriéré ne pourront pas tenir cet étendard si les ouvriers de tous les pays avancés ne leur viennent pas en aide. Nous attendrons que le prolétariat socialiste international nous vienne en aide et nous entamerons alors une deuxième révolution socialiste de portée mondiale. » Je pense que c'est clair comme de l'eau de roche. Encore une fois, on voit ici la méthode honnête de Lénine. Il admettait les failles, les défauts de l'État soviétique, mais il voyait une voie vers l'avant qui était l'internationalisme, la révolution internationale. Mais Lénine, malheureusement, en 1924, est mort. Et certaines couches du parti commencent à abandonner la perspective de la révolution mondiale. Hein, les années passent, la révolution européenne ne vient pas. C'est pas faute d'avoir essayé. On a vu des révolutions en Allemagne, en Finlande, en Hongrie, même en Angleterre en 1926. Mais il y avait un manque de leadership. Soit c'était mené par des réformistes qui ne voulaient pas aller jusqu'au bout, ou des jeunes partis communistes qui manquaient d'expérience et ils ont fait des erreurs. Heureusement, nous, on peut étudier ces expériences-là et apprendre. Bref, avec toutes les difficultés, les échecs en Europe, les ouvriers russes sont vraiment démotivés politiquement. Mais de l'autre côté, les couches petites bourgeoises privilégiées, comme les bureaucrates, les commerçants, les paysans riches, eux, ils commencent à pousser de plus en plus contre l'idée d'une révolution mondiale. Et pensez-y, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait dans leurs intérêts matériels. Si tu fais partie d'une couche un peu privilégiée, pourquoi est-ce que tu risquerais de tout sacrifier? La révolution mondiale, c'est beaucoup de job. Je pourrais pas juste rester derrière mon bureau, pousser mon crayon un peu. T'sais. Et dans ce contexte-là, en 1924, Staline, qui est de plus en plus le vrai représentant de ces couches, il va avancer son fameux concept de socialisme dans un seul pays. Ça, c'est une révision complète de l'internationalisme marxiste et bolchevique. En fait, c'est même un 180 degrés de sa propre position dans la même année. En avril 1924, il donne un discours sur les fondements du léninisme, soi-disant, ça c'est Staline, et il dit que l'établissement d'un gouvernement prolétarien dans un pays, c'est pas suffisant. Je le cite. « La victoire du socialisme dans un seul pays peut-elle être atteinte sans les efforts conjoints du prolétariat de plusieurs pays avancés? Non, c'est impossible. » Ça, c'est les mots de Staline. C'est clair quand même, sa position. Mais quelques mois plus tard, à l'automne 1924, il va y avoir une deuxième édition du texte de ce discours-là. Et il va y avoir une modification très chirurgicale exactement de la phrase que je viens de lire. Ils vont remplacer la phrase par la phrase suivante. « Après avoir consolidé le pouvoir et entraîné la paysannerie dans son sillage, le prolétariat du pays victorieux peut et doit construire une société socialiste. » Mais c'est juste, c'est comme complètement l'opposé. C'est un abandon d'une idée fondamentale du marxisme. Le marxisme a toujours été internationaliste et c'est pas pour des raisons morales, parce que c'est cool, hein, on s'aime tout le monde à travers la Terre. C'est parce que le socialisme doit s'appuyer sur un haut développement des forces productives. Si on veut que les besoins de tous soient comblés, alors il faut qu'on puisse produire assez pour les besoins de tous. J'ai déjà expliqué tantôt, s'il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde, ça va inévitablement échouer et mener à la bureaucratisation. Mais ce niveau de production n'existe pas dans un seul pays. Donc le socialisme doit être mondial ou il ne sera pas.
Je pense que la construction du culte autour de Lénine, c'était une trahison de l'âme du marxisme. Mais la théorie du socialisme dans un seul pays, c'est une trahison de son corps théorique même. Au début, cette théorie était présentée juste comme un repos pour la Russie. Mais rapidement, c'est devenu un abandon complet de la révolution mondiale. En 1935, Staline va affirmer dans une entrevue à un journaliste américain, Roy Howard, « L'exportation des révolutions est une blague. Chaque pays peut faire sa révolution s'il le désire, mais s'il ne le veut pas, il n'y aura pas de révolution. Ainsi, notre pays a voulu faire une révolution et il l'a fait. » C'est quand même incroyable, hein? À la même époque, la bureaucratie stalinienne va aller jusqu'à volontairement saboter la révolution espagnole en 1936. Parce que cette bureaucratie est devenue plus consciente de sa propre position politique. Et ils comprennent que s'il y a une révolution saine dans un autre pays, bien ça, c'est une menace pour eux. Parce que ça pourrait donner des idées aux travailleurs en Russie. Donc, comme l'avait prédit Trotsky, la théorie du socialisme dans un seul pays a mené à la dégénérescence nationaliste de tous les partis dans l'international. C'est pour ça aujourd'hui que des partis comme le PCF, en France par exemple, parlent de des clowneries comme lutter contre l'immigration de masse et toutes sortes de conneries comme ça. Et ça va mener Staline jusqu'à abolir l'internationale communiste. Et ça, c'est en 1943. Ça aussi, je pense que c'est un crime contre l'héritage de Lénine. J'aimerais quand même insister sur le fait que c'est pas juste Staline individuellement qui est responsable de tous ces reculs. Le socialisme dans un seul pays, ça profitait à ces couches privilégiées qui voulaient un retour à la normale. Et en général, la victoire du stalinisme, c'est une victoire de la petite bourgeoisie russe contre les éléments actifs de la classe ouvrière. C'est ça le contenu social. La petite bourgeoisie russe a gagné la lutte de classe contre les travailleurs avancés. Et ça, c'est un renversement social, mais ça a amené une contre-révolution politique. Oui, c'est un renversement social et ça a amené à une contre-révolution politique aussi. On a vu l'abandon des méthodes léninistes sur la question nationale, sur l'internationalisme. Mais aussi l'abandon des méthodes de Lénine dans la tactique révolutionnaire. Ouais, on voit un retour de la fameuse théorie menchevique de la révolution par étapes. Ça, c'est la théorie qu'on peut faire des alliances avec la bourgeoisie progressiste, soi-disant, dans un premier temps. À chaque fois que ça a été utilisé, camarades, ça a mené au désastre. Puis des absurdités, là. Par exemple, à Cuba, avant la révolution cubaine, donc dans les années 50, le parti communiste stalinien officiel soutenait la dictature de Batista. C'est exactement la même dictature contre laquelle Castro et les autres se sont soulevés. Puis il y a plein d'exemples où cette théorie-là a mené à des défaites. On peut penser à la Chine en 1927, à la France en 1936 et en 1945, en Indonésie en 1965, 1966, etc., etc. Bon, d'autres domaines où le régime a apporté des reculs, les droits des femmes et des minorités sexuelles. J'ai pas le temps de trop en parler, mais je pense que quelqu'un va en parler dans la discussion. Évidemment, il y a aussi eu des reculs majeurs dans la démocratie ouvrière. Les soviets sont disparus et ils ont été remplacés par l'appareil bureaucratique de l'État. On revoit apparaître les inégalités. Les bureaucrates ont toutes sortes de privilèges. Et c'était pas tellement que leur salaire était super élevé, mais c'est qu'ils avaient plein de petits privilèges un peu informels par-ci, par-là. Ils avaient des appartements luxueux, ils avaient des voitures de service alors que les gens n'avaient pas de voiture en URSS. Ils avaient des villas où ils pouvaient prendre leurs vacances, etc. Bon, bref, pour toutes ces raisons, c'est pour ça qu'on dit que le stalinisme, c'est une contre-révolution politique. Mais en même temps, cette contre-révolution-là n'a pas été complète jusqu'aux fondements sociaux de la société. Ouais, elle n'a pas changé les fondements sociaux de la société. Elle n'a pas restauré le capitalisme. Ici, il y a une analogie historique qu'on peut faire avec Napoléon Bonaparte. Napoléon était, à bien des égards, un contre-révolutionnaire comparé à la poussée de la Révolution française. Mais il n'a pas aboli tous les gains de la bourgeoisie, il n'a pas ramené le féodalisme en France. Et donc, malgré tous ces reculs, l'URSS va conserver peut-être son gain principal, qui est l'économie planifiée. Donc, même sur la base d'une planification bureaucratique et non démocratique, on a vu des gains énormes pour le niveau de vie des masses. Mais à un certain point, cette planification bureaucratique a atteint ses limites. Il va y avoir une longue stagnation économique en URSS dans les années 70-80. Et c'est comme la contre-révolution va être finalement complétée avec la chute de l'URSS. C'est pour ça qu'à l'époque, Trotsky disait qu'à l'époque où il vivait, dans les années 30, il disait la tâche, c'est de supprimer la bureaucratie, mais conserver les gains d'octobre. C'est pour ça qu'il appelait à une révolution politique et non une révolution sociale. Donc justement, j'aimerais dire quelques mots sur Trotsky et l'opposition de gauche.
Lénine est mort, il ne peut plus lui-même personnellement mener la lutte contre la bureaucratie. Et donc, c'est Trotsky qui va reprendre le flambeau du léninisme. Il va former l'opposition de gauche et ils vont mener une lutte héroïque dans les années 20 en URSS. Il y a plein de détails vraiment fascinants que malheureusement je ne peux pas expliquer, mais il y a un exemple que j'aimerais donner. En 1927, donc au 10e anniversaire de la Révolution russe, l'opposition va organiser des meetings de masse. Et c'est vraiment beau de voir Trotsky et d'autres dirigeants qui ont pris le pouvoir, qui étaient au sommet de l'État. C'est ça. Et là, ils reviennent aux masses. Ils reviennent voir les travailleurs. Et on a des histoires où Trotsky s'adresse à une quinzaine de personnes dans une petite salle de classe. Ensuite, il court pour aller à un autre meeting dans un hall d'université. Et là, il s'adresse à 200, 300, 400 travailleurs. Et c'était comme ça pendant des jours. Hein? L'opposition de gauche essayait d'organiser le plus possible les jeunes, les travailleurs. Et la bureaucratie autour de Staline ne se laisse pas faire. À ce moment-là, en 1927, ils n'ont pas encore complètement fermement, ils n'ont pas encore complètement le pouvoir dans leurs mains. Donc, ils ne peuvent pas juste aller massacrer tout le monde, les mettre en prison. Évidemment, ils vont le faire. Et ils vont organiser des groupes de siffleurs qui vont suivre Trotsky puis l'opposition, puis à chaque fois qu'ils essayent de parler, ils sifflent, ils crient, les empêchent de s'exprimer. Puis on nous dit que Staline, c'est la suite de l'héritage de Lénine, du parti avec la plus large liberté démocratique de l'histoire, comme j'ai dit au début. Non, c'est des méthodes, le stalinisme, c'est des méthodes de gangstérisme. Contre cette répression, l'opposition va continuer héroïquement à se battre. Ça va culminer à une grande manifestation pour les 10 ans de la Révolution russe en 1927. Et à ce moment-là, la bureaucratie réalise le danger de l'opposition de gauche, qu'ils ne peuvent plus endurer ça. Alors, ils vont arrêter en masse les leaders, ils vont déporter Trotsky en Turquie. C'est ça. Malheureusement, la lutte de l'opposition de gauche va échouer. Ils ne vont pas renverser la bureaucratie stalinienne parce que l'équilibre des forces n'était pas en faveur de l'avant-garde ouvrière à ce moment-là en Russie. Mais Trotsky savait très clairement pourquoi il faisait ça. Quand ses compagnons vacillaient et abandonnaient, il leur disait « Non, on doit maintenir le flambeau bien haut. Il faut maintenir l'héritage de Lénine pour les générations futures. » C'est grâce au sacrifice de ces gens-là qu'on est ici aujourd'hui. Comme je disais, à la fin des années 20 et dans les années 30, la bureaucratie dirigeante va vraiment augmenter sa répression. En 1936-1937, ça va vraiment atteindre son apogée avec les grandes purges staliniennes. Et ici, on retrouve peut-être l'argument le plus fort pour dire que le léninisme et le stalinisme sont complètement opposés. Car c'était qui les victimes des grandes purges? Si on regarde le comité central bolchevique en août 1917, sur ses 28 membres et membres probatoires, seulement 4 ont survécu aux purges. C'est Muranov, qui a pris le côté de Staline, Stasova et Kollontai, qui ont juste accepté d'être déplacés à des postes pas importants puis fermé leur trappe, et Staline, le bourreau. Presque tous les autres ont été exécutés pendant les grandes purges ou étaient morts pendant la guerre civile pour défendre le léninisme. Mais si le stalinisme était vraiment la continuation du léninisme, pourquoi est-ce qu'il a fallu physiquement exterminer les leaders de la classe ouvrière russe? Non, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une rivière de sang entre l'héritage de Lénine et le régime de Staline. Et ce sang-là, c'est le sang de nos ancêtres, de ceux qui ont maintenu la bannière du communisme bien haut. Et donc, pour terminer ma présentation, j'aimerais juste raconter une histoire. C'est l'histoire d'Ivan Khorochev, si je prononce correctement. Et donc, Khorochev, c'était un jeune membre de l'opposition de gauche dans les années 20 et 30. Il n'avait pas connu la révolution de 1917, où en fait, il était trop jeune. Mais ça, c'était très fréquent. L'opposition de gauche, c'était beaucoup de jeunes travailleurs. Il y avait des vieux bolcheviks, ils avaient connu la révolution, mais ils étaient devenus un peu aigris et conservateurs. Mais la jeunesse avait le feu, ils voulaient se battre contre la répression. Donc bref, pendant les grandes purges, Khorochev, il est arrêté, il est emprisonné dans un camp, le camp de Vorkuta dans l'Arctique. Il s'y trouvait avec des centaines d'autres oppositionnels. Et ils vont organiser une grève de la faim dans la prison. Et là, contre cette tentative de résistance, le régime décide qu'il faut les éliminer physiquement. Khorochev a survécu, mais il a été témoin de ce qui s'est passé dans ce camp. Tous les jours ou tous les 2 jours, quelques dizaines de prisonniers étaient amenés dans la toundra, étaient fusillés. Donc, Khorochev raconte. À une occasion, une centaine de personnes sont appelées à sortir de leur tente. 26 personnes ont été prises dans notre seule tente.
Lorsque les gardes sont entrés dans les tentes et ont commencé à faire sortir les personnes qui résistaient désespérément, à l'extérieur, là où le convoi se rassemblait, on pouvait entendre des voix. D'abord éparses et discordantes, puis de plus en plus fortes. Elles chantaient l'Internationale. 1 minute plus tard, presque simultanément, les voix des tentes voisines se sont jointes au chœur. C'est ça, l'essence du léninisme. En 1917, les esclaves se sont levés et ils ont dit « on ne sera plus des esclaves ». Et 20 ans plus tard, les esclaves refusaient de redevenir des esclaves. Ils ont été arrêtés, déportés, battus. Il leur restait rien d'autre que leur voix. Mais ils n'ont pas arrêté de se battre. Ils ont levé l'étendard de la Révolution socialiste internationale et ils ont chanté l'Internationale jusqu'à leur exécution. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, nous aussi, nous levons cet étendard. Contre le nationalisme étroit, on lève l'étendard de la Révolution internationale. Contre l'autocratie, on lève l'étendard de la démocratie ouvrière. Contre les distorsions et les mensonges, on lève l'étendard de la vérité historique. Autour de ces idées, autour de ce programme, on est de plus en plus nombreux à nous rallier. Nous affirmons que nous ne tolérons aucune oppression, aucune injustice, aucune exploitation. Et nous affirmons que nous allons nous battre jusqu'à la fin. Dans toutes les industries, de Montréal à Toronto,